Bonjour, je vous prie par avance de m'excuser, j'espère ne pas être pris d'une quinte de toux comme la dernière fois au beau milieu du cours. Je vais faire mon possible. Malheureusement, l'organisation de ce cours fait que nous ne pourrons consacrer que cette seule heure à une présentation d'ensemble du Senjusho, donc ces extraits d'un florilège. Veuillez m'excuser aussi pour la date que vous avez eue. Comme nous sommes décalés, j'ai oublié de changer celle-ci. C'est le 26 janvier, n'est-ce pas? Le troisième cours a lieu le 26 janvier. Donc, nous sommes au troisième cours, et pendant les 9 cours qui vont suivre, nous aborderons tour à tour chacun des 9 livres qui composent ce Senjusho. Et donc, nous aurons forcément l'occasion de revenir à chaque fois sur la composition du livre, mais aujourd'hui, je vais tenter une petite présentation d'ensemble, surtout de l'intention de l'auteur et de le situer par rapport à d'autres œuvres qui sont classées dans le même genre littéraire. Aujourd'hui, donc, c'est simplement quelques points fondamentaux pour s'y retrouver. Alors, comme il l'a été dit au premier cours, si nous avons choisi ce Senjusho comme étape importante de notre enquête sur la culture langagière japonaise, c'est en raison de la découverte de la clé linguistique, vous vous souvenez, de l'épisode fort connu de la fabrication d'un homme par le poète. Nous avions rappelé que cet épisode était aussi relié à Fujiwara no Kinto, personnage central dans l'évolution de la culture japonaise, dont nous considérons que l'axe est justement la dynamique provoquée par le mouvement continu de mise de la langue japonaise au niveau de la langue chinoise. Il est certain, comme nous l'avons dit, que Saigyo est sans doute le plus célèbre des poètes japonais classiques. Il nous reste de lui un corpus important, d'environ 1100 poèmes. Il y a malgré tout suffisamment de flou dans sa vie historique, puisque nous n'avons pas d'écrit de lui en dehors de ses recueils, ni beaucoup de témoignages de ses contemporains. Donc suffisamment de flou pour avoir permis de dégager, à son entour, une plage de mystères biographiques que la postérité s'est empressée de combler, comme nous allons le voir. Une grande partie de cette aura mystérieuse provient d'un trait qui semble authentique, à savoir que Saigyo a, dès son entrée dans la vie religieuse, choisi de mener une vie errante, qui ne soit pas liée à un seul monastère ni à un seul courant bouddhique, mais qu'il a menée à travers les principaux lieux saints japonais, non seulement bouddhiques, mais aussi shinto. Dans le cours précédent, où nous avons passé très rapidement en revue quelques poèmes caractéristiques de la vision religieuse de Saigyo, nous avons constaté combien les idées concernant l'assimilation des divinités japonaises aux entités bouddhiques, au Bouddha et Bodhisattva, jouent un rôle important dans son expression poétique, en lui conférant une profondeur à laquelle ses contemporains et la postérité ne sont pas restés insensibles. Il nous faut à présent montrer, et ce sera l'objet de notre cours à partir d'aujourd'hui, que le Senjusho joue un rôle particulier dans l'élaboration et le développement de cette doctrine de l'assimilation. C'est ainsi que je traduis en suivant une spécialiste japonaise qui a été beaucoup décriée, peut-être à juste raison, mais qui au moins avait traduit le terme de Honji Suijaku, que je répète constamment, par la philosophie de l'assimilation, la théorie de l'assimilation, qui est peut-être préférable au terme de syncrétisme. Je suis en cela les critiques qui ont été faites par notre éminent collègue M. Sueki, n'est-ce pas, sur le peu de pertinence du terme de syncrétisme. J'en ai déjà parlé, je ne reviens pas dessus, mais vous savez, le syncrétisme implique la présence égale de deux structures religieuses bien définies qui se réunissent ou que l'on réunit dans le cadre d'une pensée. Ça impliquerait donc qu'il y ait un bouddhisme, ça nous sommes tous d'accord, disons que lorsque ce syncrétisme, le Shimbutsu Shugo, c'est fait, il y aurait eu un bouddhisme et un shinto. Or, ce n'est pas du tout le cas, ils n'étaient pas du tout en position d'égalité. Vous aviez là une armature doctrinale bouddhique extrêmement importante, bien sûr, fondée en Inde et passée par la Chine, mais une fois que le shinto
lorsque ce syncrétisme s'est élaboré, le Shinto était en cours d'élaboration. Nous n'avions pas du tout deux religions différentes, nous avions une religion qui se remodelait à partir du bouddhisme. Et ce n'est qu'à partir du Moyen-Âge qu'on a une entité Shinto tout à fait visible. Donc je suis tout à fait les restrictions de M. Sueki Fumihiko pour dire que le syncrétisme n'est pas très heureux et qu'il vaut mieux... alors, je parle de l'assimilation. Voilà, donc cette doctrine du Honji Suijaku, du Shimbutsu Shugo, donc, dans le Senjusho, en mêlant à ces doctrines de façon étroite, la poésie japonaise de Saigyo, ce Senjusho a contribué à prolonger en pleine époque de Kamakura le grand mouvement qui avait déjà pris une forme parfaitement autonome et reconnaissable dès l'époque de Heian. La grande différence étant que le retraitement de le Senjusho d'une matière narrative que l'on retrouve dans d'autres recueils montre une conscience particulière de la fonction du langage et de la poésie. Les deux, vous savez, sont liés dans la notion sur laquelle j'étais revenu à plusieurs reprises de kotowaza, l'acte de langage. C'est une acception qui n'est pas donnée dans les dictionnaires, mais on a vu qu'elle est reprise plusieurs fois à la fois dans les préfaces d'anthologie poétique impériale et aussi dans quelques écrits individuels, et qu'il faut vraiment l'entendre comme l'acte de langage qui caractérise une culture. Le JN dit que le waka est le kotowaza du Japon, n'est-ce pas? Que l'identité des dieux et des Bouddhas fut déjà bien établie à l'époque de Saigyo, ce n'est plus à démontrer. On se souviendra peut-être que dans le cours sur les Jingika, les poèmes sur les dieux, nous avions cité un poème de l'empereur retiré Stoku, consigné dans la rubrique du même nom du Senzaishu, le poème des 1000 années, le recueil des 1000 années, le dernier recueil poétique impérial de l'époque de Heian, où se trouvent, rappelons-le, déjà 18 poèmes de Saigyo. Ce poème, que je redonne ici, résumait fort bien la pensée du Honji Suijaku. Alors, je le dis pour ceux qui prennent des notes, n'est-ce pas? Ce n'est pas la peine d'essayer de transcrire fiévreusement tout cela. Il vous suffit chez vous de reconsulter le site du Collège de France et vous pourrez tranquillement revoir tous ces poèmes. Donc, vous pouvez simplement vous contenter de les lire et de voir si la traduction vous en semble pertinente. Alors, voici cette traduction. Enfin, d'abord, le Michinobe no Chiri ni hikari o yawaragete. J'enjambe les vers pour bien vous montrer. Kami mo hotoke no nanoru narikeri. Donc, au bord de la voie, sur la poussière adoucissant sa lumière, le dieu aussi du Bouddha reprend le nom, ou les dieux aussi des Bouddhas reprennent le nom. Donc c'est tout à fait lumineux. Et évidemment, il y a à peine besoin de vous rappeler ici que Hikari o Yawaragete, n'est-ce pas? Vous voyez, vous souvenez de la... Enfin, nous avons déjà parlé de tout ça, mais vous vous souvenez de l'expression Wako Dojin, n'est-ce pas? Hikari o Yawaragete Chiri ni Dozu Onajikusu, c'est-à-dire donc les Bouddhas qui adoucissent leur lumière pour se mêler à la poussière. C'est une expression d'ailleurs qui n'est pas bouddhique à l'origine, comme je vous l'ai déjà dit, mais qui remonte à la Lao-Tzu, mais qui a été reprise largement par le bouddhisme et surtout au Japon. Et vous avez donc ici, vous voyez que vous avez en réalité, enfin je vous redis tout ça très rapidement, dans l'expression wako do jin, vous avez ici trois des quatre caractères qui forment cette expression, chiri, hikari, yawaragu. Et puis le do onajikusu, c'est le kamimo hotoke no nanoru narikeri, onajiku suru. Donc vous avez cette expression qui est encryptée ici. Au bord de la voie, c'est bien sûr la voie bouddhique, et donc la voie du Shinto est au bord de la voie bouddhique. Et c'est là, et les deux se rejoignent. C'est un empereur qui a écrit cela vers l'époque où Saigyo était actif.
Donc ce poème que je vous ai donné, qui venait du Senzaishu et qui est l'œuvre d'un empereur, qui montre bien déjà la popularité dans les cercles intellectuels de l'assimilation, ce poème cette idée est retrouvée chez Saigyo, qui est exprimée ici de façon encore plus concrète grâce à son allusion à la plante Shinto par excellence, n'est-ce pas, qui est le sakaki. Alors la Cleiera japonica, je vous en donne ici, j'espère que vous voyez à peu près, enfin, quelque chose que j'ai trouvé sur l'Internet qui représente bien donc, un arbre à feuilles persistantes qui s'écrit en japonais avec un caractère particulier, propre au Japon, un kokuji, n'est-ce pas, qui est Kami no Ki, l'arbre des dieux, et qui joue un grand rôle dans la liturgie shinto. Donc, vous avez ici ce poème de Saigyo qui est très intéressant. Vous vous souvenez que la dernière fois, je vous ai parlé je vous avais dit que l'une des caractéristiques des Kagura Uta, des poèmes sur la liturgie, littéralement le poème des divertissements divins, n'est-ce pas, les poèmes donc offerts aux dieux, avaient pour caractéristique, même lorsqu'ils étaient l'œuvre de moines, de ne pas comporter d'éléments bouddhiques. C'est-à-dire que même lorsqu'un moine faisait un poème purement shinto, hein, qu'on appelait aussi autrefois les kami asobi no uta, n'est-ce pas, eh bien, ils évitaient délibérément toute allusion au bouddhisme. Et ils se concentraient sur les éléments tout à fait shinto, que sont les éléments concrets de la liturgie. Vous en avez ici deux, n'est-ce pas, tout à fait. Vous avez d'un côté le sakaki, et puis de l'autre les banderoles, n'est-ce pas, ici que Yu Shide, ces petites banderoles de papier que l'on accroche parfois aux branches de sakaki et qui jouent aussi un rôle dans les liturgies. Tout cela, ce sont souvent des éléments obligés des Kami Asobi no Uta. Ici, ce qui est intéressant, c'est que Saigyo reprend ces éléments concrets, donc des poèmes purement shinto, qui sont en principe non bouddhisés, délibérément. Bien sûr, ce n'est pas un interdit, n'oubliez pas que c'est un interdit liturgique, mais pas du tout théorique. Et ici, il en fait ce poème très intéressant, puisqu'il mélange les deux, et vous voyez la parenté avec le poème de l'empereur Sutoku de tout à l'heure. Sakakiba ni kokoro o kakemu, yushidete omoeba kamimo hotoke narikeri, qui vient du recueil personnel de Saigyo, le Sankashu, n'est-ce pas? Donc, j'attacherai mon cœur aux feuilles de Sakaki, et abaissant les banderoles, en mes pensées, les dieux ne seront que Bouddha. Vous voyez que shidete, shizu, vient du verbe shizu, qui s'écrit souvent avec le caractère sui, taru, tarasu, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est le caractère de sui jaku, n'est-ce pas? Honji sui jaku. Donc le abaisser les banderoles, c'est en même temps l'idée de ato tarete, n'est-ce pas? Faire descendre les traces, ce que j'appelle les traces vestigielles du Bouddha. Donc il y a, évidemment, on voit bien que c'est ce sens à cause du kamimo hotoke narikeri. Donc j'attacherai mon cœur aux feuilles de Sakaki, et abaissant les banderoles, en mes pensées, les dieux ne seront que Bouddha. Je souligne un tout petit peu le dernier vers en français. J'attacherai mon cœur aux feuilles de Sakaki, et abaissant les banderoles, en mes pensées, les dieux ne seront que Bouddha. Avec ce poème, dont la notice nous dit qu'il a, le Kotobagaki nous dit qu'il a été fait, encore une fois, au grand sanctuaire d'Issé, Saigyo nous place beaucoup plus concrètement dans l'acte même de pensée, de méditation, par lequel le poète exécute cette assimilation. C'est en agitant les banderoles liées aux feuilles de Sakaki qu'il se représente l'identité des deux dimensions surnaturelles, des dieux et des Bouddhas. Nous avons tous à présent suffisamment d'expérience dans ces lectures pour remarquer le contraste ou la complémentarité entre l'acte rituel concret typique des Kagura Uta
marqué par la plante divine et les banderoles, et le processus de méditation, marqué par le cœur, kokoro, et le verbe penser, homo shi, tout en notant que l'expression kokoro kaku, kokoro kakem, n'est-ce pas, peut certes signifier l'acte de foi, mais aussi le fait de concentrer sa pensée sur tel objet de méditation. Comme dans les poèmes vus au dernier cours, cette pièce de Saigyo montre de façon très claire à quel point son activité poétique, et là je parle du Saigyo historique, n'est-ce pas, est pour lui une pratique de méditation. Ce qui ne saurait nous étonner après les 4 années que nous avons déjà passées à examiner ces actes de langage. Nous pouvons cependant déjà déceler l'une des grandes caractéristiques de sa poésie religieuse, qui est la médiation des divinités japonaises. La méditation, chez lui, est médiatisée par les divinités. Cette remarque doit nous ramener au Senjusho, en nous rappelant à quel point il s'agit d'un ouvrage singulier. En effet, nous le verrons tout au long des prochains cours, il se situera pleinement dans cette atmosphère empreinte de la théorie de l'assimilation. Et en cela donc, se montrera fidèle à ce que nous pouvons déduire de la religiosité de Saigyo à la lecture de ses œuvres poétiques. Mais l'artifice littéraire auquel il tente de nous faire croire ne peut que nous inciter à ne pas le considérer comme un document historique. Nous devons l'aborder et l'étudier pour lui-même, en dehors de Saigyo, en tant que reflet d'un univers religieux postérieur à son protagoniste, mais dont nombre d'éléments sont probablement issus directement de son œuvre. Reprenons donc quelques traits essentiels du Senjusho. Tout d'abord, pour ce qui est de son importance dans l'histoire des représentations religieuses, nous ne devons pas oublier que ce n'est qu'à l'époque moderne, avec l'essor de la critique philologique appliquée à la littérature japonaise, bien qu'il y ait eu des soupçons déjà depuis longtemps même, que ce livre a cessé d'être considéré comme ce pourquoi il avait voulu se faire passer, à savoir un écrit rédigé par Saigyo lui-même. Il était donc lu, à l'époque ancienne, comme un document historique, biographique et religieux, rédigé de la main du poète, le seul texte en prose dont on disposa de lui. Authentique ou non, que ce soit n'est-ce pas, il appartient à un genre désigné au Japon d'un terme assez vague et moderne d'ailleurs, le setsuwa, enfin moderne dans cette acception, le setsuwa. Comme nous n'avons aucune raison de récuser cet étiquetage, nous devons commencer par dire quelques mots de ce genre littéraire, largement admis dans l'histoire de la littérature japonaise. Le terme souffre d'une trop large plage sémantique. En chinois moderne, comme le savent tous ceux qui n'ont fait même qu'aborder un tout petit peu l'étude du chinois, aux 3-4 leçons de chinois moderne, ce composé, setsuwa, qui se lit shōhua, signifie seulement parler en tant que verbe, ou bien le discours comme nom, n'est-ce pas? L'équivalent moderne du discours, du discours au sens de l'acte de parole, c'est shōhua. C'est le dernier état, cette acception moderne, est le dernier état d'un composé qui était déjà attesté en chinois dès la fin des Tang, donc, n'est-ce pas, 618-907, dans un sens à peine moins général, pour désigner une forme, plutôt toute forme de littérature en langue vulgaire, narrative ou comique. Au Japon, à l'époque moderne, à partir de Meiji, il a pris un sens plus précis, si l'on peut dire, en se référant plus spécialement au recueil narratif à contenu bouddhique. Bien que les dictionnaires répètent à l'envi que les setsuwa ne sont pas forcément bouddhiques, le fait est que la grande majorité d'entre eux, voire la totalité des plus connus, de ceux que l'on cite toujours comme représentant le genre, je vous en ai donné quelques-uns ici, sont indéniablement bouddhiques. Du Nihon no Ryoiki du IXe siècle au Shintoshu du XIVe siècle, en passant par le Konjaku Monogatari Shu du XIIe siècle,
ou le Shasekishu du XIIIe siècle, les titres les plus souvent invoqués comme Setsuwa, Setsuwashu, dans toutes ces œuvres, le caractère bouddhique est bien sûr évident. C'est pourquoi nous pensons que la traduction adoptée par Bernard Franck de contes ou récits édifiants, et souvent reprise depuis, est tout à fait acceptable et rend bien compte de la nature de ces courts récits qui ont le plus souvent pour fonction d'illustrer un point de la doctrine bouddhique, soit à partir d'éléments biographiques, ou plutôt hagiographiques, soit par des récits à caractère miraculeux, mettant en scène des personnages qui ne sont pas forcément connus. On a souvent rapproché les Setsuwa des exempla, n'est-ce pas le pluriel de exemplum, médiévaux. Ce rapprochement est largement justifié si l'on tient compte du fait que les Setsuwa fournissaient souvent la matière des sermons bouddhiques. Je pense que ce soit, enfin, tous ceux que j'ai cités ici se retrouvent constamment dans les sekkyo, n'est-ce pas, des moines bouddhiques. Vous remarquez d'ailleurs que la série, que le terme de Setsuwa s'inscrit dans une série de composés avec sekkyo, n'est-ce pas, oshie otoku, seppo, ho, nodi otoku, c'est-à-dire exposer sur quelque chose, parler de quelque chose, parler de la loi, parler de la doctrine. Shōhwa serait simplement parler d'une histoire, ce qui donnerait un sens moins bouddhique dans son acception première, parce c'est ce donc les histoires racontées en quelque sorte. De même que Ho Seppo pourrait s'entendre par la loi telle qu'elle est exposée. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ce terme une question se pose tout de suite. D'ailleurs, vous voyez que nous avons d'autres Setsuwashu, comme par exemple le Ujishui Monogatari, qui est du XIIIe siècle, et qui comporte, comme le Konjaku Monogatari Shu, le terme de Monogatari. Quelle serait la différence entre Setsuwa et Monogatari, étant bien entendu que Setsuwa est un terme moderne? Eh bien, c'est une question qui est très, très débattue. Je ne tenterai même pas de donner de solution, d'autant plus que vous allez voir à la fin de ce cours que la situation est assez complexe, même dans le cadre de ce qui nous intéresse ici. Mais on peut dire que le Monogatari a très largement, si l'on se cantonne au sens des mots, le même sens que Setsuwa, n'est-ce pas? Kataru, si l'on avait traduit à l'époque Tang le terme de Setsuwa, Shōhwa chinois en japonais en kun, on aurait certainement dit quelque chose comme Monogatari, Hwa étant équivalent à mono, qui veut dire simplement ici le sujet, le thème, n'est-ce pas, et kataru, qui veut dire raconter oralement, shuo. Et il y a, bien sûr, maintenant nous considérons que le monogatari est un récit suivi avec plus ou moins un personnage récurrent, ou qui se concentre sur un personnage. Il y a aussi le fait que les grands monogatari, le premier monogatari, c'est évidemment le Issei Monogatari, ensuite le Genji Monogatari, mais vous voyez la place des poèmes dans les monogatari. Les grands monogatari classiques sont centrés sur des poèmes. Et vous allez dire, le Senjusho aussi est centré sur des poèmes. Est-ce un critère? Et le premier monogatari à porter le titre de monogatari, c'est évidemment le Taketori Monogatari, où vous n'avez pratiquement pas de poèmes. Donc c'est quelque chose de tout à fait subjectif. Si bien que j'en suis réduit, pour ma part, et si l'on admet que cette distinction est pertinente, tout en faisant bien attention à l'anachronisme, n'est-ce pas, puisque Monogatari est un terme qui existe depuis toujours, et Setsuwa est un terme de l'histoire de la littérature moderne, mais je voudrais avancer le fait que la grande distinction, c'est que les Setsuwa sont à but manifestement religieux. C'est-à-dire que l'intention
l'intention édifiante, justement, est évidente. Le Monogatari comporte bien sûr des éléments religieux, mais ce n'est pas, dans les grands Monogatari classiques, évidemment, ce n'est pas le but. Le but est une narration individuelle ou bien historique. C'est pas le Heike Monogatari, bien qu'il soit pétri de bouddhisme, n'est pas un texte bouddhique. Alors que les Setsuwa, oui, vont chercher parfois dans les Monogatari des exemples, justement, qui vont devenir un thème religieux. C'est pour ça que la comparaison entre exemplum et Setsuwa est tout à fait pertinente, bien que les exemples médiévaux soient encore plus explicitement conçus, les grands recueils d'exemplaires soient plus explicitement conçus comme de la matière pour les sermons, nous retrouvons quand même un peu la même chose. D'ailleurs, je peux d'ores et déjà vous annoncer qu'en 2018 au Japon, nous ferons une grande conférence franco-japonaise sur justement Setsuwa et Exempla pour essayer d'examiner les rôles de ces deux thèmes religieux, de ces deux thèmes littéraires religieux, à la fois en Occident, au Japon, et examiner entre l'Europe et le Japon les différentes régions, les différentes cultures où nous avons des éléments semblables. Donc, je pense que Setsuwa vous voyez qu'il y a énormément de différences entre un texte comme le Konjaku Monogatari Shu, qui est presque encyclopédique, et le Shasekishu, qui est beaucoup plus explicitement un recueil destiné à donner des idées aux prédicateurs, et le Senjusho a encore un statut particulier que nous allons essayer d'évoquer maintenant. Donc, nous l'avons déjà dit, le Senjusho est composé de 9 livres, kan ou maki, présentant en tout 121 épisodes, ayant trait à la vie exemplaire de moines qui ont inspiré Saigyo, ou à des événements de la pratique de notre poète, telle qu'il l'a mise en œuvre au cours de ses pèlerinages. L'ouvrage étant censé être de la main de Saigyo, il est précédé d'une préface et suivi d'une postface, rédigée toutes deux par lui. La postface nous donne la date de 1183, Juillet, la 12e année de Juillet, comme date de rédaction. Nous ne sommes certes pas dupes du subterfuge, mais il est néanmoins important de lire dès maintenant ces textes à la recherche d'indices sur l'intention qui présida à l'écriture de l'ouvrage. La préface est fort courte. Nous pouvons donc la parcourir rapidement. Le début en est tout à fait conventionnel et reflète la tonalité fondamentalement religieuse de l'œuvre. Je vous donne ici une première partie. Alors, encore une fois, n'essayez pas de la recopier, n'est-ce pas? Si vous voulez la lire, vous la regarderez sur le site du Collège de France. Je ne la lirai pas en japonais, vous l'avez sous les yeux. Vous voyez que c'est une phrase très très longue, marquée par des... vous pouvez vous-même vous repérer avec les marques suspensives, n'est-ce pas? Yarade pour Same Yarazu, donc Tsu, Omoi, etc. Donc, je vais vous la lire très lentement. Je vais vous lire la traduction très lentement. Ce n'est pas un texte littérairement très intéressant, mais enfin très marquant, mais la tonalité bouddhique, vous allez voir, est bien sûr incontestable, et j'attire votre attention là-dessus parce que vous allez voir que ça va retomber sur autre chose après. Sans m'être encore réveillé du long sommeil des naissances et des morts, restant toujours dans les liens des rêves, plongé dans les pensées qui font tenir pour réel la lune à la surface de l'eau, et vrai le reflet dans le miroir, dans l'unique poursuite, diurne et nocturne, des pensées désordonnées, sans pouvoir préparer de nef pour traverser les naissances et les morts, pensant que la marche du mouton vers l'abattoir n'avait rien à voir avec notre condition, voyant comme étrangère la fumée de Tolibe ou de Funaoka,
Alors là, ce sont des terrains. Vous voyez, là c'est une photographie de Toribeyama, encore à Kyoto, qui est devenu un cimetière, et c'est là qu'autrefois étaient brûlés ou exposés les cadavres. Donc, voyant comme étrangère, n'ayant aucun rapport avec moi, n'est-ce pas, Yosomite, la fumée de Toribe ou de Funaoka, donc deux lieux de crémation, d'abandon des morts, portant sur ma tête le givre de 40 et plus d'années qui ont passé, ignorant de l'avenir, sera-ce peut-être aujourd'hui que je mourrai. Passons sur le côté surprenant de l'âge que s'attribue Saigyo pour rédiger un texte qui doit servir à sa pratique. Plus de 40 ans, alors que nous savons qu'il était entré dans la vie religieuse à 23 ans. On peut se demander ce qu'il a fait pendant ces 17 années. Toujours est-il que les lignes qui suivent nous donnent la clé de la compréhension du titre même du Senjusho, d'où nous avions déjà souligné le caractère un peu surprenant. Voici, c'est la suite de la phrase de tout à l'heure, n'est-ce pas? Shikareba, donc. Puisqu'il en est ainsi, onaji yume no uchi no asobi ni mo, n'est-ce pas? Puisqu'il en est ainsi, tant qu'à se distraire en ce rêve qui est ma vie, j'ai recueilli par écrit, kaki atsume, j'ai recueilli par écrit les paroles que j'ai cherchées et choisies, erabi motomekeru kotonoha, les paroles que j'ai cherchées et choisies, dans les traces des sages anciens et modernes, shinkyu no kashikoki ato, o erabi motomekeru. Donc, puisqu'il en est ainsi, tant qu'à se distraire en ce rêve, ma vie perdue pour perdue, autant faire quelque chose qui me soit utile, j'ai recueilli par écrit les paroles que j'ai cherchées et choisies dans les traces des sages anciens et modernes, c'est-à-dire les traces écrites, n'est-ce pas? Les écrits donc, et je les ai intitulés Extraits d'un florilège, Senjusho to Nazukete. Nous retrouvons ici, en forme verbale et explicative japonaise, dans l'ordre d'apparition, les caractères qui se lisent phonétiquement Senju, n'est-ce pas? Senshu, Erabi et Atsume, qui déterminent le dernier caractère Sho. Ce dernier mot désigne Sho, n'est-ce pas? Désigne le plus souvent un dossier constitué d'extraits de plusieurs textes, ou des textes recopiés, une sélection recopiée, commentés ou non par l'auteur du dossier. Il s'agit d'un document de travail destiné à être utilisé dans un but didactique, personnel, ou à l'intérieur d'une institution d'enseignement. Il a souvent au Japon le sens d'extrait commenté, plus ou moins brièvement en japonais, de textes classiques chinois, comme les entretiens de Confucius, par exemple. Le préfacier Saigyo, donc celui qui se fait passer pour Saigyo, le pseudo-Saigyo, souligne clairement cette fonction utilitaire. Donc je les ai rassemblés, leur ai donné le titre de, littéralement, dossier, si on voulait traduire de façon tout à fait, dossier du recueil des documents triés, n'est-ce pas? Et je les ai placés en bonne place sur ma table de travail, Zanomigi, dans l'espoir de m'en remettre complètement à ses amis de bien. Shitosuji ni Chishiki, Tanoman, Tanomu Tonari. Je crois que c'est Tanoman Tonari. Cette dernière phrase illustre parfaitement la fonction de Sho. C'est un dossier de travail, en quelque sorte, que Saigyo utilise pour progresser dans la voie bouddhique. Remarquons la figure de style assez inusuelle qui consiste à faire de cet ouvrage même un ami de bien. Le texte est personnalisé. Un Chishiki, Zen Chishiki, qui est une traduction du sanskrit Kalyana Mitra, celui qui guide le débutant dans la voie bouddhique. À partir de ces lignes, nous pourrions donc traduire le titre de Senjusho par dossier recueillant des extraits choisis. Nous garderons cependant le titre d'extrait d'un florilège en espérant qu'il apparaisse comme un peu moins prosaïque. Mais il est clair qu'il ne peut s'entendre que comme ayant été fait de la main même de Saigyo pour son édification personnelle. Si l'on ne considère pas que le Senjusho est écrit par Saigyo lui-même, Sho, cette qualification de Sho devient incompréhensible.
Ce serait donc une sorte d'enchiridion, de manuel d'ascèse que le moine d'ermite se serait confectionné. Nous allons revenir dans un instant sur l'expression de Chishiki. Le pseudo-saigyo nous livre aussi des détails concrets sur la composition de son recueil. J'ai fait correspondre, homoiat, le nombre des livres de mon recueil, il y en a 9, je vous le répète, aux 9 catégories de la terre pure. Kuhon no Jodo. On lit souvent en japonais aussi kubon, n'est-ce pas? La lecture kubon, malheureusement, parce qu'elle n'est pas justifiée phonétiquement, est plus répandue maintenant que kuhon. Pour ma part, je continue de lire kuhon, mais beaucoup de gens liront kubon. Donc c'est la terre pure du Bouddha Amida répartie en 9 catégories selon la qualité des renaissances qui s'y opèrent. C'est à la fois les 9 catégories de la Renaissance et les 9 catégories de personnes, n'est-ce pas, qui peuvent assurer ces renaissances. Bon, vous voyez comment c'est fait, n'est-ce pas? Trois séries Jōchuge, c'est-à-dire supérieur, moyen, inférieur, et chacune des 3 séries étant à son cours divisée en 3 séries, supérieur, moyen, inférieur. Cela fait 9. Cette répartition en 9 classes a été largement popularisée au Japon grâce à l'un des 3 sutras d'Amida, n'est-ce pas, le Amida Sambukyo, qui est le sutra des contemplations du Bouddha vie infinie, le Kanmuryo-jukyo, que je vous donne en seconde ligne, et dont vous pouvez maintenant lire une très bonne traduction avec toutes les références à l'original sanskrit, accompagné d'un essai aussi iconographique par Jérôme Ducor et Hélène Loveday, publié à la bibliothèque de l'École pratique des hautes études en 2011. Alors cette classification en 9 classes, en 9 catégories, Kuhon, existe en Chine, a existé en Chine avant le bouddhisme. Elle n'est pas spécifiquement bouddhique. D'ailleurs, c'est aussi... beaucoup de spécialistes du bouddhisme pensent que son introduction dans les textes bouddhiques même est chinoise et qu'elle n'est pas sanskrite, indienne à l'origine. Bon, là, le sujet est très débattu. Je pense pour ma part, en effet, que c'est l'une de ces innovations qui ont été introduites dans le bouddhisme par les traducteurs et les commentateurs chinois. Mais ici, évidemment, il n'y a pas de doute, c'est bien dans les catégories bouddhiques que s'inscrivent. Or, ceux qui se souviennent du cours de l'an dernier sur le Wakan no Eshu se rappelleront peut-être que nous avons déjà rencontré ce système de classification en 9 catégories, Kuhon. Il s'agissait alors d'un très court opuscule qui s'intitulait Waka Kuhon, ou les 9 catégories de poèmes japonais, texte que l'on qualifie parfois que l'on fait parfois entrer dans le genre de façon un peu trop grandiloquente de karon, karonsho, n'est-ce pas, c'est-à-dire ouvrage de discussion de la poésie, ouvrage de théorie poétique, mais c'est un peu exagéré puisqu'il se contente en réalité d'aligner 2 par 2, sans aucun commentaire, des poèmes célèbres pris dans les anthologies ou les recueils personnels, censés illustrer chacune des catégories, donc du supérieur à l'inférieur inférieur. C'est un texte très court, mais qui a été très important dans l'histoire de l'appréciation du jugement esthétique sur la poésie japonaise. Mais on se souviendra peut-être encore de l'auteur de cet opuscule, vous vous en souvenez certainement, ce n'était autre que Fujiwara no Kinto, c'est-à-dire le compilateur même du Wakan no Eshu. Et vous savez que c'est la personnalité de Fujiwara no Kinto qui nous a amené à nous occuper du Senjusho, parce que dans cet épisode fondateur sur la construction d'un cadavre, il est fait allusion
vous souvenez, à Saigyo qui va voir le grand conseiller Moronaka, qui lui dit qu'il a suivi l'école de Fujiwara no Kinto pour faire son opération frankensteinienne, si j'ose dire. Et vous voyez encore ici la présence de Kinto en filigrane. On retrouve le Wakakuhon dans ce texte qui est imprégné de Kinto, qui revient de temps en temps, un peu comme le colonel Ulrich dans Black et Mortimer, mais cette fois comme personnage positif. On le voit réapparaître dans le Senjusho. De loin en loin, nous le signalerons à chaque fois. Bien évidemment, rien ne relie explicitement notre préface à Kinto. Et cette non-uple classification se retrouve souvent dans les textes d'inspiration bouddhique. Mais l'importance du rôle des poèmes dans le Senjusho et les occurrences du nom de Kinto explicitement cité par ailleurs nous donnent à penser que la rencontre ici n'est pas fortuite. Et la préface nous donne une seconde indication qui nous rend malheureusement plus perplexes qu'informés, mais nous allons voir ce que nous pouvons en faire. Pour les épisodes, dit le pseudo-saigyo, les koto, n'est-ce pas, le caractère J, koto, qui signifie l'épisode, chaque histoire le titre de chaque histoire portant nani nani no koto, n'est-ce pas, le cas de, on pourrait le traduire en anglais the case of. Pour les épisodes, j'ai pensé les faire correspondre aux 80 signes auspicieux. Zuiko, vous voyez le premier caractère, Zuigyoko, on peut enlever le caractère du milieu et faire le composé Zuiko. C'est un terme qui se retrouve aussi d'ailleurs dans le Sutra des contemplations du Bouddha vie infinie. Simplement dans le Sutra des contemplations, le Kanmuryo Jukyo, il y en a 84 000. Ici, c'est le chiffre traditionnel qui est donné, c'est-à-dire le chiffre des deuxième ligne, Sogo, n'est-ce pas, les corps de Bouddha, le corps de Bouddha, le corps physique de Bouddha, le corps de Shakyamuni, par exemple, est censé correspondre à cette classification, où vous avez 32 signes marquants, 32 signes caractéristiques exceptionnels, qui sont les Sanjuni So, et le So, n'est-ce pas, l'Akshana, et puis ensuite, vous avez les 80 signes qu'on appelle secondaires, Hachiju Shugo, les 80 signes secondaires. Donc, la plupart du temps, c'est 80. Donc, il les a fait correspondre aux 80 signes auspicieux. 80. Or, je viens de vous dire qu'il y en avait 121 là, dans le texte que nous avons. La différence entre le nombre d'épisodes annoncés par la préface et la somme de la version que nous possédons est importante. La première explication qui vient à l'esprit, si nous prenons la préface au pied de la lettre, est que les 80 épisodes en question se rapportent bel et bien à ce que nous dit de son choix le pseudo-saigyo, à savoir qu'il est allé chercher ces exemples dans les écrits des sages de jadis et de naguère, Shinkyu no Kashikoki Ato. Cela implique ipso facto que tous les épisodes qui concernent la pratique de saigyo lui-même, qui sont dans le Senjusho, ne doivent pas être compris dans le décompte. Et ce qui justifierait, encore une fois, le nom de Sho, le dossier, n'est-ce pas, donné au recueil, ainsi que nous venons de l'expliquer. Bien que nous n'ayons pas encore fait le décompte exact des épisodes biographiques, il apparaît que, se rapportant à Saigyo lui-même, et que l'on pourrait traduire à la première personne, lorsqu'on fait une traduction en français du Senjusho, il apparaît que le rapport entre les épisodes extérieurs et personnels, donc ceux qui impliquent Saigyo et ceux qui n'impliquent pas Saigyo, approche en effet la différence entre 80 et 120. Mais nous en saurons plus à la fin de ce cours. Si tel est effectivement le cas, nous pourrions nous perdre en hypothèse sur le fait qu'il se pourrait, après tout, que nous ayons bien à l'origine un document qui accompagnait Saigyo dans ses pérégrinations. Document qui aurait constitué le cœur même du Senjusho, c'est-à-dire un recueil d'épisodes extérieurs à Saigyo. Mais nous n'avons aucun moyen pour l'instant de le savoir. Pardon, je crois que je n'ai pas le... Ah oui, c'est là, oui. Excusez-moi, ce sont les deux citations qui suivent. Là.
Après donc une péroraison, donc Bonbu no Narai, n'est-ce pas? Myogen Shiite, Shihite, n'est-ce pas? C'est Shifu, donc le verbe Shifu qui veut dire s'aveugler. Alors, donc, les mœurs des profanes, Bonbu no Narai, font que le regard éclairé, c'est-à-dire le regard capable de discerner ce qui relève du dharma dans les phénomènes, que le regard éclairé, étant aveuglé, ne peut plus discerner la lune de vérité, que la pensée en désordre ne peut plus brandir l'épée aiguisée, Riken, qui tranche l'erreur, etc. Donc, la préface finit sur une phrase qui est décisive pour notre enquête. Je vous fais remarquer aussi, tout à l'heure nous avons vu au début les mots makoto, ge, ici nous avons shin, n'est-ce pas? Tout cela exprime la réalité, jitsu, c'est-à-dire la réalité de la loi à l'encontre du phénoménal. Bien que Saigyo s'inscrive le plus souvent dans une pensée amidiste, nous reviendrons bien sûr là-dessus, c'est aussi une pensée du lotus, lotusienne, dans la mesure où cette idée de la réalité est tout à fait jisso, n'est-ce pas, l'aspect réel des choses, shoho jisso, l'aspect réel des choses qui se cache, qui est au sein du phénoménal, est une pensée toute dérivée directement du sutra du lotus. Mais voici que cette préface se termine sur une phrase décisive pour notre enquête, justement, de la sorte. Ça débat. Afin de pouvoir m'en remettre tout entier, Aogi Tatematsu, afin de pouvoir m'en remettre tout entier à leur aide occulte, Myojo, j'ai consigné en chaque livre les actes onkoto, n'est-ce pas, ici c'est comme épisode, les actes et épisodes des divinités, shimme, vous voyez le caractère kami akidaka, shimme, les divinités. Cette phrase si laconique doit nous arrêter. Le terme de myojo, l'aide que l'on ne voit pas, n'est-ce pas, l'aide qui est dissimulée aux yeux, qui est surnaturelle, ne fait guère de difficulté. Nous pouvons le considérer comme un synonyme du mot myoga, que nous connaissons bien pour l'avoir vu dans le poème attribué à Saicho, le célèbre poème attribué à Saicho, qu'il aurait fait en installant son ermitage qui allait devenir le Hiezan, le Komponchudo et le Hiezan, le Endyakuji, n'est-ce pas, sur le mont Hiei. Je vous redonne ce poème qui a des caractéristiques tout à fait invraisemblables pour un waka, mais n'oubliez pas, nous l'avons déjà vu, n'est-ce pas, plusieurs fois, il est très souvent cité comme exemple de chaque kyoka. Il n'est certainement pas de Saicho, je pense. Saicho, le fondateur du Tendai, n'est-ce pas, pas Saigyo, mais enfin, la plupart des gens récusent cette attribution, mais vous voyez que Anokutara Samyaku Sammodai no Hotoketachi, Wangatatsu Somani, Myoga Arasetamae, donc au Bouddha en illumination parfaite, n'est-ce pas, Anuttara Samyak Sambodhi, je ne reviens pas là-dessus, accordé au bois que je dresse, c'est-à-dire au temple que j'élève, à l'ermitage que je construis, Myoga, votre aide surnaturelle. Myoga et Myojo sont à peu près la même chose. Ces termes, donc, désignent l'aide mystérieuse, de prime abord indiscernable aux yeux des humains, que les dieux ou les Bouddhas accordent aux pratiquants. Ici, il ne s'agit pas des Butsubosatsu, mais bien des Shimmei, c'est-à-dire des divinités japonaises. Si le terme de Shimmei est assez répandu, il se trouve cependant un texte où sa présence ne saurait être sans rapport avec le fait qu'il soit ici mentionné. On s'en souvient peut-être du cours d'il y a 3 ans. C'était dans la préface en chinois du Shinko Kinshu,
ce Shinkokinshu, donc qui est cette préface d'ailleurs était datée de 1205, c'est-à-dire que nous sommes disons dans la période qui précède la constitution du Sanjusho, dont je vous dis déjà qu'il est on s'accorde à dire qu'il a été fait aux alentours de 1250 au plus tard. Donc, dans cette préface du Shinkokinshu, la préface en chinois du Shinkokinshu, vous savez que le Shinkokinshu, qui est le dernier, on peut le considérer comme un texte de Heian, malgré tout, bien qu'il soit techniquement élaboré à l'époque de Kamakura. C'est le dernier des Hachidaishu, c'est-à-dire des huit grandes anthologies impériales de l'époque de Heian. Et il répète par son titre même la première anthologie, le Kokinshu. Nous avons déjà vu son rôle justement dans l'élaboration de la théorie de l'assimilation shinto-bouddhique. Et il suit le Kokinshu jusque dans des choses très concrètes, à savoir la rédaction de deux préfaces, une en japonais, une en chinois, comme le Kokinshu, ce qui ne s'était pas fait entre les deux. Et donc les deux préfaces sont parallèles, doivent se lire ensemble. Et dans la préface en chinois du Shinkokinshu, qui est l'œuvre de Fujiwara no Chikatsune, et qui est datée de 1205, dans cette œuvre, en parlant des critères de sélection des compilateurs du recueil, il nous rappelle, il donne la phrase « Shimme no kotoba », les paroles des dieux. Les compilateurs du recueil ont choisi aussi bien les paroles des dieux que les actes, là c'est le mot sa, n'est-ce pas, saku, des Bouddhas. Donc, inutile de rappeler encore une fois que Saigyo est le poète le mieux représenté dans le Shinkokinshu, je vous l'ai déjà dit, et avec 94 poèmes, n'est-ce pas. Et dans les deux préfaces de cette anthologie, chinoise et japonaise, nous avions fait remarquer que les dieux et les Bouddhas sont mis sur un pied d'égalité. Ce qui est un peu différent de la première préface du Kokinshu, de l'ancienne préface dans le Kokinshu, on ne parle que des dieux. Ici, Bouddha et Dieu sont ensemble. La communauté du terme Shimme est certes un indice nous montrant la communauté d'atmosphère religieuse entre l'anthologie impériale et le Senjusho. Et chacun pourra apprécier la façon dont cette préface, alors que dans la préface du Shinkokinshu, l'allusion au Dieu était moins innovante que l'allusion au Bouddha, ici c'est le contraire. Vous voyez que c'est une préface qui commence par un énoncé fortement bouddhique, et la dernière phrase vient la replacer dans le contexte des dieux japonais. Et cette espèce de transfert de la foi dans l'aide occulte des divinités japonaises est un trait que nous allons retrouver dans le corps même du texte. Alors, en symétrie de la préface, nous avons une postface qui donne la date supposée de la composition, qui est donc 1183. La tonalité en est plus bouddhique, si l'on peut dire, en particulier parce qu'elle omet toute référence aux dieux japonais. Il est intéressant de voir que nombre de phrases de la postface paraphrasent celles de la préface. Il y a un parallèle, nous n'aurons pas le temps de nous amuser à le faire, mais c'est assez intéressant. Et en même temps, elle est beaucoup plus bouddhique, avec une allusion à un grand moine coréen de l'époque Tang, le moine coréen Wonhyo Gangyo, qui est ici mentionné explicitement. Nous attirons l'attention simplement sur... Ah oui, voici ici le Shimme no Kotoba, n'est-ce pas? Nous attarderons seulement sur l'une des phrases de la postface qui donne ce qu'on pourrait appeler une substitution d'énoncé qui me semble tout à fait significative. Encore une fois, je vous lis la traduction très lentement et vous pourrez retrouver le texte sur le site du Collège de France, celui que vous avez sous les yeux. Je vous invite simplement à le parcourir du regard en suivant ma traduction. Donc, ayant consigné par écrit les traces des anciens sages, vous
voyez encore une fois, Mukashi no Kashikoki Ato, qui furent transmises de loin. Alors vous avez ici Shinkyu no Kashikoki Ato, vous voyez que c'est paraphrasé, divisé, délayé, et ayant consigné par écrit les traces des anciens sages qui furent transmises de loin ou m'ont été rapportées oralement de près, c'est-à-dire dans mon entourage, ainsi que les actes de personnages extraordinaires, imijiki, shito, parmi ceux que j'ai rencontrés moi-même, n'est-ce pas, Manohatari, enfin, lui ici, Manohatari, que j'ai rencontrés, j'en ai fait soit l'objet de mes aspirations, gongushi, katsuwa, kanoshitobito no gotoku nanan to gongushi, j'ai aspiré à me faire semblable à eux, soit mes compagnons ou mon compagnon de la vie solitaire, kankyo no tomo, soit mes compagnons, puisqu'après tout ce sont des pluralités de personnes, n'est-ce pas, et les ai consignés en 9 livres. Vous voyez qu'il dit à peu près la même chose. Chacun peut voir que la locution compagnon de la vie solitaire, kankyo no tomo, fait ici pendant à l'expression chishiki, dans l'expression chishiki ni tanoman, de la préface, les amis de bien. Le terme de kankyo, alors kankyo est une lecture kan, n'est-ce pas? Normalement, dans le bouddhisme, on le lirait en lecture gon, on lirait plutôt dans un sutra, ça serait lu gengo. Ou bien, alors il y a une lecture mixte qui est un peu difficilement explicable, qui serait gango. Alors ce terme de kankyo n'est pas spécifiquement bouddhique. Et on se souviendra encore une fois, toujours la présence occulte de Fujiwara Kinto, n'est-ce pas, que dans cette lecture de kankyo, justement, c'est le titre de l'une des rubriques du Wakan no Eishu. Mais ce terme donc, se retrouve dans la littérature japonaise, par exemple le Hojoki, n'est-ce pas, texte de la même époque, le Hojoki no Kamo no Chome, le mentionne aussi, en parallèle avec Kanseki, je ne pense pas vous l'avoir, à peu près dans le même sens. Et c'est un texte très célèbre du Hojoki, n'est-ce pas, où le kankyo est un état auquel aspire l'auteur, autant que l'oiseau aspire à la forêt ou le poisson à l'eau, dit Kamo no Chome. En revanche, le composé kankyo no tomo n'est pas si fréquent et doit d'autant plus attirer notre attention qu'il nous renvoie à quelque chose de précis que beaucoup d'entre vous auront déjà reconnu. Il s'agit bien sûr du célèbre recueil de récits édifiants bouddhiques qui porte ce titre, le Kankyo no Tomo, ou les compagnons de la vie solitaire, que l'on peut traduire aussi comme le compagnon de la vie solitaire. Et vous voyez que c'est le titre du livre, rédigé par ce moine Keise, n'est-ce pas, veut dire ça, c'est un vadémécum en quelque sorte pour accompagner quelqu'un dans la vie érémitique. Ce livre qui est daté de 1222, alors là il n'y a pas de doute sur la date de composition, et c'est important pour nous bien sûr, est l'œuvre du moine Keise, qui est un religieux du Tendai, qui aurait réalisé cette compilation à l'intention de sa sœur cadette, dame de compagnie d'une dame de la cour, afin de l'engager à entrer dans la vie religieuse. Ce texte, qui est composé de 2 livres, a la particularité de consacrer, et qui contient 32 histoires. Oui, a la particularité de consacrer le premier livre à des protagonistes masculins et le second à des personnages féminins. On sait en outre qu'en raison de la formation religieuse de l'auteur, donc qui est du Tendai, le makashikan, ce qu'on a la somme de méditation, dont on a plusieurs fois parlé au cours des dernières années, tient une grande place dans l'armature doctrinale qui sous-tend ces récits. Mais, comme tous les historiens du Setsuwa, du genre de Setsuwa le notent, le compagnon de la vie solitaire, le Kankyo no Tomo, se situe lui-même dans la continuité directe d'un ouvrage antérieur plus célèbre, pour ses mérites propres comme par son auteur,
à savoir le Hoshinshu. C'est le troisième point ici. De Kamo no Chome. Kamo no Chome au 1155, 1216. Il est né la même année que Jien. Vous voyez que nous sommes dans des périodes largement contemporaines ici. Le nombre d'épisodes du Hoshinshu varie entre 62 et 102, en 8 livres. Il s'agit donc d'une œuvre plus proche du Senjusho que du Kankyo no Tomo, par son ampleur. Et il se comprend aussi comme la suite religieuse du Hojoki, les récits de Makabane de moines, où le retrait du monde de Kamo no Chome est davantage décrit comme un acte, disons, social et littéraire, dû au rejet de l'horreur du monde, qu'à une aspiration religieuse à proprement parler. Elle est présente, bien sûr, dans le Hojoki, mais de façon beaucoup moins visible que dans le Hoshinshu, qui est vraiment un texte spécifiquement bouddhique. Nous relèverons un point particulier qui nous concerne. Dans le Hoshinshu, les divinités Shinto ne jouent un rôle notable que dans les 2 derniers livres seulement, des 8 livres. Et Jacqueline Pigeot, qui l'a traduit, je vous donne ici, n'est-ce pas, les récits de l'éveil du cœur, qui suit en cela le grand spécialiste de ce texte, qui est M. Asami Kazuhiko, admet qu'il s'agisse d'un ajout posthume. C'est-à-dire que les 2 livres du Hoshinshu où les Kamigami interviennent seraient postérieurs. Alors, cela nous rapproche bien sûr du Senjusho, n'est-ce pas? Plus nous avançons vers la moitié du XIIIe siècle, plus nous sommes dans la même tranche chronologique, ce qui correspond bien à une évolution de la mentalité religieuse. Nous avons ainsi une continuité certaine entre ces 3 recueils de Setsuwa, le Hoshinshu, le Kankyo no Tomo et le Senjusho. Continuité qui décrit bien l'évolution de la religiosité bouddhique dans ses rapports avec la poésie dans la première moitié du XIIIe siècle. Si nous admettons le caractère tardif et posthume des 2 derniers volumes du Hoshinshu, cela devient très cohérent avec l'atmosphère du Senjusho, qui est sans nul doute le dernier de cette série. Bien que la date de rédaction, alors là, évidemment, il n'y a pas de date unique, si le simple fait qu'il y ait le décalage entre 80 et 120 montre bien qu'il y a une histoire du texte lui-même. Mais si on admet ce milieu du XIIIe siècle, donc nous sommes bien certains du caractère ultime du Senjusho. Et le Senjusho a ceci de commun avec le Hoshinshu qu'il est centré sur le personnage de l'auteur-compilateur, des épisodes édifiants qu'il les a recueillis pour son propre progrès dans la vie religieuse, dans la voie religieuse. Le Kankyo no Tomo était destiné à quelqu'un. Le Senjusho, comme le Hoshinshu, c'est pour l'auteur lui-même. À la différence du Hoshinshu, en revanche, où la poésie joue parfois un rôle d'illustration, le rôle du waka est essentiel dans le Senjusho, car ce sont les poèmes qui se feront de plus en plus nombreux au fil des livres du Senjusho, qui rythment la marche vers l'éveil du protagoniste. Il est intéressant de voir que Kamo no Chome a aussi un autre texte très connu qui s'appelle le Mumyo Sho, n'est-ce pas, l'écrit Sho, le même Sho que dans le Senjusho, qui donne justement cet effet, cette idée d'inachevé et personnel. L'écrit sans titre a été l'a traduit Jacqueline Pigeot, qui est vraiment un recueil de notes un peu éparses, entièrement sur la poésie, sur les waka. Mais justement, cette préoccupation poétique se fait très en retrait, se met très en retrait dans le Hoshinshu. Donc le Senjusho est une singularité. Il doit bien être distingué d'une autre tradition littéraire que nous voyons apparaître au XIIIe siècle avec le personnage de Saigyo pour protagoniste. Et cela nous ramène à notre digression de tout à l'heure sur la différence entre Monogatari et Setsuwa. Il s'agit bien sûr de ce que nous pourrions traduire par la romance de Saigyo. Le Saigyo Monogatari
d'auteurs inconnus, mais que l'on estime aussi avoir pris naissance à l'époque de Kamakura. Peut-être de façon plus ou moins contemporaine du Senjusho. Il en existe plusieurs manuscrits, bien sûr, mais le texte général est assez sûr pour avoir fait l'objet d'une bonne traduction anglaise que je vous donne ici, de Gustav Helt. Dans ce roman, nous avons cette fois, contrairement au Senjusho, l'unité du héros. Je vous le disais tout à l'heure, le Monogatari a un concept plus unitaire, unifié du protagoniste. Nous avons l'unité de héros, donc, et il s'agit bien d'une vie de Saigyo qui est cette fois mise en harmonie avec sa poésie. C'est à la fois le parcours religieux de Saigyo, mais qui est à chaque fois balisé par la poésie telle qu'on la retrouve dans ses corpus, dans son corpus. Nous y trouvons son départ pour la vie religieuse au début et son départ pour la terre pure, c'est-à-dire sa mort à la fin, ainsi que celui de sa femme et de sa fille, qui sont toutes deux devenues nonnes. Ce texte a donc toutes les caractéristiques d'une romance poétique et ne se peut comparer avec le Senjusho, qui est un texte mixte où la poésie est centrale, mais sous un autre aspect que l'on pourrait appeler performatif en quelque sorte, puisque les poèmes dans le Senjusho vont venir illustrer à chaque fois des épisodes religieux, alors qu'ici, dans le Saigyo Monogatari, ce sont simplement des éléments biographiques. Cette romance a donné naissance à un rouleau illustré, daté aussi du XIIIe siècle, le Saigyo Monogatari Emaki, qui met en image les principaux épisodes de la romance. Je ne vous ai pas donné d'illustration, je vous en donnerai la prochaine fois. C'est par ce Saigyo Monogatari Emaki, qui reprend le texte du Saigyo Monogatari, que se sont propagés divers incidents de sa vie, dont le plus scandaleux est celui qui a bien sûr marqué toutes les imaginations. Je vous ai même trouvé une mise en scène télévisée de cet épisode dans un feuilleton de la NHK. C'est ce célèbre épisode où le jeune père, donc lorsque Saigyo a 23 ans et qu'il va n'est-ce pas, quitter sa famille pour entrer dans la voie religieuse, lorsque sa fille essaye de le retenir, lorsqu'ils sont sur le engawa, n'est-ce pas, de leur maison, sur la terrasse en quelque sorte de leur maison, et lui qui adorait sa fille, pourtant, lui, c'est un peu cruel, enfin même très cruel, se débarrasse d'un coup de pied de sa fille et la fait tomber de l'engawa, ce qui est donc sa fille qui a 4 ans à l'époque. Alors il y a enfin, à l'époque où l'épisode est censé se passer, malgré les divergences de cet récit, la fille est toute petite. Donc nous tâcherons de ne pas garder cet épisode en mémoire dans les prochains cours pour ne pas entacher trop l'image de Saigyo et pour nous attacher à d'autres aspects plus dignes d'intérêt qui, dans l'un et l'autre cas, quel que soit, puisque cet épisode n'est sans doute pas historique, il n'est de toute façon plus qu'un personnage littéraire. Je vous remercie pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.